Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Voilà. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Sachez que à chaque fois qu'on poste des histoires, ceux qui envoient des histoires là lisent les commentaires. Donc si vous avez un truc à passer, un message à communiquer à ces intervenants là, faites-le dans les commentaires, genre H3 pour dire histoire numéro 3, je pense qu'il faut faire ci, il faut faire ça. H4, histoire numéro 4, il faut faire ci, il faut faire ça. Merci beaucoup. Donc, écoutons les histoires. Première histoire. Ok, DMG, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui a eu lieu il y a plus de 20 ans de cela, hein, parce que c'était dans les années 2003, 2004. En ce moment, j'étais au primaire. Actuellement, j'ai 30 ans, donc imagine. Au primaire, donc l'année en 2003, après la crise 2002, là, je suis en Côte d'Ivoire d'abord, et l'histoire s'est passée dans la région de Gagnoa, dans mon village. En ce moment, on était tout petit comme ça. L'histoire s'est passée, c'était l'histoire de deux jeunes filles avec un gendarme. Le gendarme a, comme on appelle ça, il est venu parce qu'après la crise 2002, ils ont déployé les gendarmes dans chaque région. Mais dans chaque région, il y a aussi dans les villages où on les a envoyés. Ça, comme ça, on a envoyé un groupe de gendarmes dans notre village. Et à chaque fois, ils s'échangent. Un mois après, je crois bien, un mois ou 2 semaines après, ils s'échangent. Donc le gendarme qui est venu, c'était pendant les vacances en août. Si je ne me trompe pas, c'était pendant les vacances. Parce qu'en ce moment, on regardait aux autres vacances. Donc, il y a une jeune fille. La jeune fille, elle, c'est ma cousine. Je peux dire ça comme ça. C'est la fille de mon grand-père. La fille de mon grand-père. Donc là, je ne sais pas si c'est déjà de ma cousine, mais c'est ma tante. ma grand-mère, petite grand-mère, ma petite tante. Voilà, un truc comme ça. Donc, c'était là, elle était jeune. Elle pouvait être dans la vingtaine, comme ça, 25 ans. Donc, la jeune fille est venue en vacances. Elle est belle, comme ça, grosse, claire, elle a fait ses longues mèches. Elle est venue. Quand elle est arrivée pendant les vacances, il y a un gendarme qui l'a vue. Le gendarme est tombé franc. Et puis, il s'est approché d'elle. Mais avant qu'elle n'arrive, le gendarme avait déjà dragué une autre jeune fille qui résidait dans le village, mais c'était une sorcière. Nous-mêmes, étant enfants, on savait tous que c'était une sorcière parce que c'était pas un secret. Parce que, en tout cas, quand elle est là, et puis, elle est là, à chaque fois, elle va vous raconter les histoires de sorcellerie. Elle va dire que telle personne peut tuer telle personne. En tout cas, elle ne cachait pas pour elle, c'était ouvert, mais les gens négligeaient, ils prenaient ça, comme si c'était quelque chose de normal. Donc, la jeune fille, elle aussi, elle était belle. Elle avait les seins arrêtés, mais elle était beaucoup sale. Mais le gendarme, étant étranger, il a vu jolie fille, il l'a arrêté, il a dragué la sorcière. Donc, une fois, un premier rendez-vous, deuxième rendez-vous. En tout cas, je crois bien qu'ils n'ont pas eu de rapport. Mais le gendarme lui donnait déjeuner chaque matin. Et c'était combien? 500 francs par jour. Donc, quand le gendarme s'est approché de la jeune fille et les jeunes du village ont dit aux gendarmes, parce que quand les gendarmes viennent, ils s'attachent, ils ont des bons petits dans le village. Ils s'attachent aux petits. C'est comme ça, et a dit que les petits l'ont interpellé, le vieux, il faut faire attention, que c'est la semi Chakala. C'est comme ça on l'a appelé à l'époque la Chakala. Donc, le gendarme, il ne s'est pas retiré brusquement, mais un peu, il ne l'approchait plus. Et la jeune fille a constaté cela. Mais elle a vu que malgré qu'il ne l'approchait plus, le gendarme a commencé à draguer une autre. Et l'autre, c'était
ma tante, là, ma petite tante, c'était elle que il draguait. C'est comme ça. La sorcière a vu ça, elle s'en foutait. Elle s'est fâchée, elle est partie dire à son papa que papa, le gendarme, tu me donnes déjeuner chaque matin là. La fille de tel monsieur est venue. Elle a pris mon gars. Son papa dit mais faut la tuer. Donc quand il a dit faut la tuer, effectivement, elle va créer des problèmes à la jeune dame. Le gendarme, premier rendez-vous, lui et la dame, la jeune fille qui venait d'Abidjan, sont allés à Saint-Fra. Ils sont sortis pour aller dans une ville pour aller s'amuser, se détendre. Là, la sorcière les a suivis en esprit. Ça, après, elle a donné les détails, hein. Elle a suivi en esprit. Ils ont fini, tout sont revenus. Le gendarme a accompagné ma petite tante chez elle à la maison. Il est parti au camp. Il est parti se coucher. L'esprit, tout ce temps, la sorcière était là, elle suivait de près. La jeune fille d'Abidjan est partie se coucher. Elle est partie se coucher. La sorcière est rentrée dans son corps, l'a possédée. Elle est retournée, étant couchée, celle qui devait être couchée là, elle est retournée au camp là-bas pour aller prendre l'âme du gendarme. Pendant que d'autres se promènent là, d'autres sont des gardes, parce qu'ils s'échangent. D'autres dorment, d'autres sont des gardes. Mais quand elle est rentrée, ceux qui étaient des gardes n'ont pas vu. Elle est rentrée inaperçue, elle a pris l'âme et a tiré sur les gendarmes. Son front. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas s'en sortir, mais on ne pouvait rien faire. Donc c'est quand elle a tiré l'âme, c'est qui a interpellé les autres qui étaient des gardes. Ils viennent elle a commis le meurtre plutôt. Et c'est comme ça. La sorcière, parce qu'elle était là, c'est vrai qu'elle possédait l'autre. Son esprit a rentré dans l'autre, mais son corps était là, donc son corps a commencé à courir pour alerter tout le village. Sortez, venez. La fille de tel monsieur vient de tuer les gendarmes. Elle dit, c'était dans les journaux. On était les enfants, mais c'était dans les journaux, c'était devenu international, c'était pas un truc caché. Bon, comme il y a longtemps de cela, je ne veux pas dire le nom du parent de la personne, mais en tout cas, ceux qui étaient nés dans les années 2003 à 2000 là, ils sont au courant de tout. C'est comme ça les gens sont sortis, commencé à regarder. Effectivement, il dit le matelas sur lequel j'en avais été couché, c'était imbibé de sang. Le gendarme était le fils unique de son père et de sa mère. C'est comme ça le drame s'est produit. Donc, tout le monde est sorti. Ils ont vu que c'était pas un truc simple. Ils ont commencé à mener les enquêtes. Qui est-ce qui a alerté le village? La première personne à se soigner, c'était la sorcière, parce que c'est elle qui a alerté tout le monde. Ils ont demandé, ils ont pris la sorcière. Ils ont pris. D'abord, mais quand la jeune fille a fini de tirer sur le gendarme, elle bougeait, elle t'a arrêté là. On dit c'est sûr, ceux qui sont rentrés, c'est sûr que rouge, c'était méconnaissable. C'était comme si c'était un animal qui était arrêté là. Pendant ce temps, l'autre, la sorcière, faisait le tour du village en train de réveiller tout le monde parce que c'était entre 1h, 2h du matin, 3h du matin, au milieu de la nuit. On dit qu'elle est restée là, ils sont allés réveiller là, au moment de la jeune dame possédée. Elle est venue, elle a commencé à fléchir, je lui demandais pardon, c'est moi, ta maman, c'est moi. Jusqu'au matin, c'est à 6h, elle a quitté le corps de la jeune fille. La jeune fille a commencé à pleurer, elle a déposé l'âme, en même temps, ils l'ont menotté, ils sont partis avec elle. Parce que c'est elle, la criminelle. Après les enquêtes, ils sont venus prendre la sorcière. Ils ont ramassé tous les jeunes qui étaient auprès des gendarmes. C'est pour ça chacun de témoigner comment c'est passé. Et au final, le truc est sorti. Et c'est la sorcière. Et la sorcière, elle là, c'est quelqu'un. Tu lui demandes tout de suite, elle va te détailler tout ce qui se passe dans le royaume. C'est comme ça, elle est arrivée là-bas, elle n'a pas hésité. Elle a tout dit, c'est mon père qui m'a donné le feu vert. On voulait prendre son papa, on devait l'enfermer, mais comme son papa, sa grande fille est en Europe, elle automatiquement l'a appelé un avocat. On disait son père que son père est vieux, il n'a rien à voir. Donc on a enfermé les deux autres.
Ce qui va aller faire qu'ils vont libérer la jeune fille qui vient d'Abidjan. Après, le truc, elle était sortie avec le gendarme. Il savait qu'elle était enceinte. Donc, la maman du gendarme que nous l'a libérée parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. C'était le gendarme qui était son unique enfant. Quand la sorcière a su, on s'est transformé en garçon pour sortir la jeune dame, la Bidjanaise qui venait d'Abidjan. La gâté de la grossesse. La jeune dame mangeait. Par contre, on envoie la nourriture de celle qui a tué le gendarme. C'est la sorcière qui mangeait. Elle dit, tu t'inquiètes pourquoi même? On va manger, il y a quoi même? On dit la fatiguée. Et puis elle disait en posant là-bas qu'elle n'est pas en besoin. Elle sort la nuit, elle vient au village, elle dort dans sa chambre. Elle n'est pas une prisonnière. Jusqu'en ils ont fait, en tout cas prison, ils ont fait des années là-bas. Je crois bien qu'ils ont fait. Ils n'ont pas trop duré. Ils ont fait peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans comme ça. Elle les a libérés. La sorcière elle est venue, elle a repris sa vie. Hein. L'autre, c'était difficile. C'était difficile. Donc, elle n'est pas revenue dans le village. Je crois qu'elle est partie dans le village sa maman. C'est remariée, tout. Mais la sorcière, c'est pas pour dire qu'elle était fatiguée. Elle a repris ses trucs jusqu'à, en tout cas, elle est mal morte. Elle est mal, elle a mal terminé. Parce qu'à la fin, elle pourrissait. Elle a duré, hein. Peut-être après l'histoire, après la prison, elle a fait encore 10 ans ou bien 5 ans encore dans le village. Jusqu'à même eu enceinte, elle a fait enfant chacun. Mais elle a mal fini parce que c'était une autre sorcière. Elle a eu affaire à une autre sorcière. Donc la femme a dit que cette affaire-là, parce que comme elle a eu affaire à cette sorcière, elle allait dénoncer. La femme, on ne savait pas qu'elle était sorcière. Elle vendait du pain, on mangeait. Et Seigneur Jésus, ils ont mangé là-bas. Et la femme, un jour, il y a eu du discours dans la famille entre la sorcière et l'autre dame sorcière. Et elle a dit que toi tu peux être simple. Elle a dévoilé la photo. Nous tous on a su que la dame n'était pas simple. Elle a dit que c'est la dernière fois dans sa bouche elle dévoile le secret de leur confrérie ou bien de leur sorcellerie. C'est comme ça elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Elle a commencé à avoir les boutons qui donnaient des pus. Et sa peau quittait, pourrissait, se grattait. Elle a attrapé son enfant pour se promener dans le village jusqu'en... En tout cas, qu'elle est morte, je n'étais plus dans le village, j'étais déjà à Abidjan. Et je devais passer le bateau. Et qu'elle est morte là. Les gens étaient contents comme ça. Que le village avait les gens étaient que oh la chacun est morte. Et après le décès, il a plu, elle était couchée sous la pluie avec l'eau passant en bas d'elle. C'était comme si c'était un animal qui était mort. Vraiment, c'était dégueulasse. Mais la leçon à tirer, c'est que bon, faisons attention, accrochons-nous à Jésus. Parce que si la jeune dame priait, ça n'allait pas arriver. Parce que la jeune dame, malgré que sa maman priait, son enfant n'a pas échappé. La jeune qui était à Abidjan, elle n'a pas échappé. Mais malgré ça, Dieu a fait, elle s'en sortir, elle a quitté la prison, la sorcière a mal fini. Faisons attention, de la leçon à tirer, faisons attention, accrochons-nous à Dieu. C'est Dieu ce qui protège, c'est lui qui garde. Parce que la sorcière a duré dans le village. Elle a duré dans le village. Mais ça arrivait sur le gendarme et la jeune fille. Elle a commis des dégâts. Je n'ai fait la sorcellerie. Vraiment, c'était l'histoire que je voulais raconter. Merci. J'ai une autre histoire encore à raconter, mais après, quand tu as fini de publier ça, je vais raconter l'histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Donc je viens pour une autre histoire. Et l'histoire que je vais raconter concerne mon beau-père. Mon beau-père que je vais nommer Charles. Voilà, ça s'est passé il y a plusieurs années. C'est lui-même qui nous a raconté l'histoire. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui nous a relaté l'histoire. Ça s'est passé il y a plusieurs années. Alors il avait été affecté dans une ville du Gabon. Il a pris ses fonctions en tant que cadre, on a donné une voiture de service, une maison, etc. En tout cas, il était vraiment très bien pris en charge, très épanoui et tout. Et les semaines ont suivi, les semaines sont passées. Et il y avait une dame en particulier qui l'appelait Juliette, qui était sa voisine.
Vous savez que dans la vie, il faut toujours entretenir le rapport de bon voisinage avec les personnes qui nous entourent parce que quand on a un souci, c'est eux qui viennent nous aider en premier. Donc le monsieur, papa s'entendait bien avec la dame, on va dire, bon, Charles s'entendait bien avec la dame, avec Juliette. C'était toujours à base de oh, monsieur Charles, comment vous allez, avec toujours des sourires, hein. Monsieur Charles, comment vous allez, et tout, etc. Alors que le monsieur était déjà marié. Donc le fait qu'il soit marié, ça ne dérangeait pas du tout en fait. Et il était toujours en train de sourire, toujours en train de répondre poliment parce que c'est comme ça qu'il est de nature, gentil, courtois avec les gens et tout ça. Et elle a pris cette courtoisie-là pour autre chose. Donc elle se disait que Charles était amoureux d'elle. Donc elle a commencé à raconter dans tout le voisinage que c'est son gars et tout machin, qu'il va laisser sa femme pour elle et tout et tout et tout. Alors que Juliette avait un homme dans sa vie. Et tenez-vous bien que cet homme-là était un corps habillé. Je dis, pourquoi je précise? C'est parce que certains corps habillés sont très 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 dangereux. Donc cet homme était un corps habillé et pas n'importe quel corps habillé. C'était un monsieur qui était à la GR. Donc la garde républicaine, pour ceux qui ne sont pas gabonais. Donc c'est comme ça qu'elle a commencé à raconter tout le quartier que bon, Charles et moi sont ensemble, machin et tout. En fait, je ne sais pas si elle voulait que les gens pensent qu'elle profite des privilèges, du fait qu'il ait une maison à lui, qu'il ait une voiture à lui. Et Charles n'était pas du tout informé de tout ce qui se passait. Alors là, il ne savait pas que la dame racontait qu'ils étaient en couple, que la dame racontait qu'ils sortaient ensemble. Il ne savait pas du tout. Pas du tout. C'est comme ça qu'un jour, un vendredi, après le boulot, il est rentré à la maison. Bon, il voulait juste se reposer. C'est vrai que c'était un long week-end parce que lundi était férié et tout, etc. Mais bon, il s'est dit qu'il va rentrer, il va se reposer, se faire à manger, et tout, etc. Et puis passer son week-end à la maison, se relaxer. Et le vendredi, après avoir fini de faire ce qu'il avait fait, il sort de la maison pour aller marcher un peu et tout. Et il croise Juliette dehors. Que non, Charles, tu fais comme ça? Non, je ne fais rien et tout. Elle dit que non, mais le week-end sera long, besoin d'été en boîte, machin et tout. Alors que, à la base, il partait pas dans les boîtes de nuit. Son beau-père partait pas dans les boîtes de nuit, il partait pas là-bas. C'est là-bas qu'il a commencé à aller dans les boîtes de nuit et tout, etc. Donc, non, je vais t'inviter en boîte de nuit et tout. Il disait que non, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon délire, etc. Non, elle a insisté, il accepte ça. Donc, il est rentré, il s'est changé, ils sont partis en voiture. Et c'était comme une sorte de confirmation. Quand elle arrive comme ça, devant la boîte, elle descend de la voiture du papa, de monsieur Charles. Et désolé, vraiment. Je le considère comme mon père, bon, en tout cas, bref. Elle descend de la voiture de Charles et tout. Donc, on se dit que non, finalement, la story que la raconte, c'est vrai, en fait. Ils se disent que non, c'est vrai, ils sont en couple parce qu'on les a fait ensemble. Donc, elle arrive en boîte de nuit avec Charles, ils boivent et tout, ils passent du temps, etc. Et tout. Les gens avaient très, très bien observé. C'était une petite ville, hein. C'est une petite ville, tout le monde se connaît, donc ils ont observé, ils ont vu. Donc, pour eux, c'était comme la confirmation que la femme sortait avec Charles. Et il y avait les collègues du petit ami ou du fiancé de Juliette dans la boîte de nuit. Donc quand ils ont vu ça, ils ont rapporté ça au monsieur. Que non, on a vu ta go, machin, avec un nouvel homme, le monsieur qui vient d'arriver tout fraîchement là, le cadre de l'entreprise là et tout, machin, on l'a vu là-bas. Donc ce qui se raconte, c'est vrai. C'est ceux même qui couchent déjà ensemble, machin. Frangin, il faut que tu fasses quelque chose, je ne vais pas te laisser pour quelque chose comme ça. Tu as quand même un homme, machin et tout ça. Ah. Mais monsieur, écoutez. Et c'est dit, ok, je ne vais pas laisser passer l'affaire. Alors qu'il ne s'était rien passé entre les deux, c'était juste un rapport entre le bon voisinage. Alors, c'est comme ça que les semaines qui ont suivi, voilà. Je crois qu'il devait avoir une autre fête, il m'a parlé de la fête, la tabaski, un truc comme ça. Et c'était toujours dans le week-end. Et papa, comme d'habitude, il sort pour aller marcher le vendredi et tout. Il croise encore Juliette. Oh, mais on dit quoi, monsieur Charles? On dit quoi, monsieur Charles? Ça s'est bien passé la dernière fois, on a kiffé. Et vraiment, il avait vraiment kiffé le moment, ça l'a vraiment détendu et tout. Comment est-ce qu'on peut repartir pour remixer et tout? Il a dit non, aujourd'hui je ne me sens pas bien, etc. Et que l'autre ne se sentait pas bien cette semaine-là. J'ai envie de me reposer vraiment et tout, je veux pas. Non, elle a insisté. Ah, il a dit non, je veux pas. Ah, elle a tellement insisté qu'elle a fini par accepter. Et je pense que ce jour-là, il aurait vraiment dû écouter son instinct. Alors c'est comme ça qu'il retourne à la maison, il se lave, il se change et tout. Ah! Il prend toujours la go dans la voiture et tout ça. Il part, ils arrivent en boîte de nuit. Sans pourtant savoir que le monsieur de la dame, ou du moins le gars ou le fiancé de la dame était dans la boîte de nuit avec ses collègues. Donc ils sont arrivés, ils ont commencé à boire.
Et c'était, je crois, l'une des seules boîtes de nuit dans la vie à l'époque. Ça remonte vraiment, en tout cas. Ils ont commencé à boire ensemble et tout. Boire et tout ça. Donc, ils étaient en train de boire et tout. Après, le monsieur est venu à leur table. La femme a commencé à paniquer, connaissant comment son gars. Elle a commencé à paniquer. Non, mais c'est machin. Elle a demandé que non, t'inquiète, je sais que c'est ton voisin, il n'y a rien et tout, machin. Monsieur, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Moi, c'est elle et tout. Non, moi, ça va, tranquille. Oui, non, mais c'est ma voisine, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien entre nous. De toute façon, moi, je suis mariée et tout, etc. Je parle. Le monsieur n'a pas cru. Il n'a pas cru du tout. C'est comme ça qu'il a proposé à Charles de lui offrir un cocktail. Non, mais est-ce que vous n'avez pas envie de boire quelque chose et tout? Non, mais je consomme déjà, c'est tranquille et tout, etc. Non, je vais vous offrir un cocktail, je vais vous faire goûter un cocktail, là, c'est un truc que j'aime bien, etc. Bon, il s'est dit que bon, pourquoi pas, il ne va pas refuser, voilà, et en plus le regard de la dame, il ne va pas refuser et tout. Il s'est présenté comme étant le petit ami de la dame. Donc c'est comme ça qu'il passe la commande. Et le monsieur était de mèche avec la serveuse. Il passe la commande et tout. Donc la serveuse, pendant qu'elle faisait le cocktail de Charles, elle a mis des choses à l'intérieur. Donc elle envoie le cocktail comme ça à table et tout ça. Tout d'un coup, les lumières commencent à se tamiser. Oh! Charles se demande que, bon, en tout cas, nous sommes en boîte de nuit, si on tamise les lumières, c'est tout à fait normal et tout, etc. Il regarde après le cocktail parce que c'est pas trop un gars qui prend des cocktails à la base. Il soulève le verre, il regarde le verre, il voit qu'il y a des trucs à l'intérieur, des espèces de poils, etc. Et tout. Il ne savait pas que c'était les poils de la panthère. Il ne savait pas. Quand j'ai écouté l'histoire que j'ai appris qu'on peut empoisonner également avec les poils de la panthère, je n'avais jamais entendu de. C'est comme ça qu'il soulève le verre. Il dit non, t'inquiète, c'est un blague, c'est un blague. Le frangin lui dit que c'est un blague. Bonjour, on peut dire que non, c'est juste, voilà, le cocktail comme ça. Il boit, mais il n'a pas fini le verre. Il a bu et tout, etc. Après, il commence à se sentir un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Il commence à se sentir bizarre aux heures de 4-5 heures du matin. Il décide de rentrer. Il prend la voiture, il rentre chez lui, tout, etc. Et le samedi en question, un de ses collègues devait venir lui rendre visite pour aller, je sais pas, visiter une maison, un truc dans ce sens-là. Le papa arrive à la maison, il se sent pas bien. Il n'arrive pas à respirer et tout. Il commence à s'étouffer. Il se sent partir. Il se sent partir. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Il commence à réfléchir et tout, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que machin? Et là, il a vu sa vie défiler. À cet instant précis, il était déjà en train de partir. Il entend comme on cogne à la porte, mais c'est comme si on cognait de loin. Et le monsieur appelle son nom, Charles. Parce qu'apparemment, il nous a dit qu'il était à plus de 11 h du matin, quasiment midi. Il appelle Charles, il entend sa voix. Il entend le monsieur l'appeler de loin, Charles. Et après, tout d'un coup, je ne sais pas comment ça s'est passé, ça c'est qu'il nous a raconté. Tout d'un coup, il a senti comme si son esprit est revenu en lui. Son esprit est revenu en lui. Et il a répondu avec une petite voix, oui. Et ensuite, dès qu'il est venu à la porte, il n'avait personne. Qui a cogné. Il pensait que c'était le monsieur en question parce que justement, ils avaient rendez-vous. Puis ensuite, il est parti, il s'est assis, il a essayé de boire quelque chose, prendre un truc chaud, etc. et tout. Il n'a pas réfléchi sur le coup à ce qui s'était passé. Et quelques minutes après, la personne avec qui il avait vraiment rendez-vous est arrivée à cogner que non, on dit quoi, frangin, ça va. Il a essayé de raconter l'histoire et tout, etc. Il a dit que non, ça dort. Il faut que je t'emmène quelque part. Donc, il a emmené le monsieur quelque part. Il a emmené Charles chez un de ses oncles aussi qui voyait, qui travaillait avec les plantes, etc. et tout. Que non, parce que c'est que mon ami a vécu cette vie, etc. Et c'est le monsieur qui l'a avoué que non, tu as failli mourir, on a failli t'empoisonner, on a failli finir avec ta vie, avec les poils de la panthère. En fait, le monsieur lui a dit que ce que tu voyais dans le verre qui ressemblait à des petits points, c'était les poils de la panthère. Et papa, et le monsieur a paniqué, Charles a paniqué, vraiment désolé, Charles a paniqué, il s'est dit que quoi? Et il a expliqué que non, la raison pour laquelle le monsieur a voulu t'empoisonner, c'est parce qu'il pense que tu couches avec sa femme, avec la femme avec qui il a pété un câble là-bas. Mais comment il s'est passé entre les mots, etc. et tout. Et le monsieur lui a dit que la personne qui t'a sauvé la vie, c'est un de tes ancêtres, je ne sais pas si un de tes ancêtres ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, la personne qui t'a senti partir est venue t'aider. En tout cas, je ne sais pas trop. En tout cas, la partie partie, je ne me souviens pas exactement, mais c'est quelqu'un qui a sauvé la vie. Je ne sais pas s'il faut dire une divinité, je ne sais pas s'il faut dire un ange, mais en tout cas,
sa vie a été sauvée. Ce n'était pas un hasard qu'on a cogné à la porte et qu'il ait répondu, qu'il a entendu qu'on a cogné, qu'il ait répondu, qu'on a appelé son nom. Ce n'était pas un hasard, c'était pour ramener son esprit à lui, parce qu'il était déjà en train de partir en fait. Le papa était très en colère, il est reparti, machin et tout. Et curieusement, parce qu'il a d'abord fait quelques temps chez le monsieur pour qu'on le soigne, il a pris des plantes, etc. Quand il revient, Juliette a disparu. Elle a déménagé de l'endroit où elle habitait, déménagé. Et comme ça, quelques mois après, un jour, il roule dans la ville, il voit la femme. Il voulait se garer, il a regardé. Et la femme a reconnu la voiture parce que c'était le seul qui avait ce genre de voiture avec la plaque de l'État. Donc la femme a reconnu la voiture, elle a vu juste passer, mais elle a juste tourné le regard, tourné le visage. Et quelques semaines après encore, il a croisé le monsieur dans la ville en question. Il est descendu du véhicule. Il a croisé le monsieur. Le monsieur a regardé, il a regardé genre un regard d'étonnement que genre toi tu as envie, machin, etc. Et tout. Et après, papa a dit au monsieur que c'est que tu as voulu me faire là. Quelqu'un d'autre te fera ça. Parce que tu croyais que moi je sortais avec ta femme alors qu'entre elle et moi il ne s'est jamais rien passé. Après il a juste passé son chemin. Parce que c'est pas quelqu'un qui a des problèmes, c'est quelqu'un de pacifique d'une manière naturelle. Et le monsieur était là, il était mouillé, etc. Et quelque temps on a appris que le monsieur avait été affecté dans une autre ville et tout. Donc voilà, donc faisons attention. Faisons attention des personnes qui racontent que telle couche avec telle, que telle sort avec telle, souvent il faut éviter. Parce qu'on ne connaît pas vraiment sincèrement. Tu peux croire que telle personne sort avec telle personne et chercher à faire du mal à la personne, alors qu'en réalité il ne s'est jamais rien passé, il ne se passe rien entre les deux. Donc faisons vraiment attention et tout. Donc à partir de ce jour-là, il a essayé de ne plus vraiment trop s'approcher des femmes. Pour même quand les femmes essayaient de le sourire, même les collègues et tout, c'était vraiment, sans que ça était toujours serré, parce qu'il ne voulait pas retomber dans ce genre de situation-là. Donc voilà, c'est l'histoire que je voulais vous partager. C'est une très très bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la troisième histoire. Bon, DMG, la deuxième histoire, c'est une histoire, c'est ma petite sœur qui me raconte cette histoire dans la famille. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Partagez, likez, partagez au maximum pour réveiller tous les autres membres qui peut-être ne reçoivent pas les alertes que notre page est encore là et qui a le backup DMGTV. Allez vous abonner massivement. Tout le monde, toutes les pages. On se réabonne, on part à TikTok. On vérifie tout, on vérifie que nous sommes abonnés. Faisons tout, faisons le maximum possible pour partager vraiment. Donc, la deuxième histoire que je vais raconter, en fait, c'est ma petite soeur qui la raconte. Elle est sa fille est dans une grande école là-bas à Yaoundé. Et elle s'est rencontrée avec des mamans. Elle était avec des mamans dans la cour. Elles attendaient les enfants. Et qu'est-ce qui se passe alors? Elle a alors raconté une histoire de DMGTV, l'histoire de la jeune fille qui parlait de... Elle avait raconté l'histoire d'une jeune fille un monsieur avait pris un autostop à Yaoundé, l'a amené dans un hôtel. Il disait qu'il voulait juste prendre des documents et puis la déposer où elle allait parce que c'était son chemin. Et la jeune fille disait que dans le lift, dans l'ascenseur, pendant qu'il montait, elle a eu l'impression qu'ils étaient en train de monter des dizaines d'étages, alors que l'hôtel était supposé n'avoir que, je crois, 5 ou 6 étages, je ne sais pas trop. Et finalement, quand elle a pu fuir, dès qu'elle est entrée dans l'ascenseur, en quelques secondes, elle était déjà au parterre dans le lobby. Donc, elle n'avait pas... L'hôtel, il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Donc, ma petite soeur raconte alors son maman là-bas. Les mamans disent, oh... Et d'autres mamans, elles se sont mises à discuter. D'autres disaient, ah non, bon, je ne crois pas trop à ça, les Africains, hein, franchement. Hein. Et patati patata. Vous avez la sorcellerie, tout est sorcellerie chez vous, hein, il n'y a pas de sorcellerie là. Et d'autres mamans disaient, oh là, attends un peu, tu rêves ou quoi? Et il y a alors une maman qui disait que, il y a une maman qui a dit, en fait, il y a une de ses cousines qui travaille toujours dans un hôtel, c'est près d'un grand hôpital là-bas à Yaoundé. Et les gens généralement vont dans cet hôtel, surtout ceux qui ont des malades, des patients dans l'hôpital. Et elle dit que une de ses cousines travaillait là-bas, ça fait longtemps de cela. Et la cousine, quand elle travaille les premiers jours, elle se sent fatiguée, vidée, elle se sent un peu... Un jour, quelques jours plus tard, elle entre, ce n'était pas dans la même chambre, elle avait cette sensation-là dans la majorité des chambres dans lesquelles elle entrait.
Elle entre, elle est en train de travailler, elle tombe évanouie. Elle se réveille un peu plus tard. Elle se demande, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, je tombe évanouie? Peut-être que je suis trop fatiguée, peut-être que bon. Une autre fois, elle est en train de travailler, mais elle dit qu'elle sent, elle entre dans la chambre, elle a l'impression qu'il y a une présence. Donc, quand tu sais qu'il y a quelqu'un avec toi, il y a quelqu'un là, mais une présence tellement pesante et elle sent ça. Le temps de se retourner, elle tombe encore évanouie. Maintenant, elle se réveille apparemment, il avait peut-être 1 ou 2 heures à passer. Elle dit, mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça l'inquiétait vraiment. Elle rentre à la maison, elle était vraiment inquiète. Elle se dit, mais attends, c'est sérieux ce qui est en train de se passer là. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire-ci. Mais il lui restait apparemment une semaine et demie comme ça pour recevoir son salaire. Elle a dit, non, je supporte. Je termine le mois, je prends mon salaire et je me barre parce que là, ça ne va pas. Une autre fois, elle dit que c'était tellement grave. Elle est entrée, elle était en train de travailler. Elle a senti une présence tellement maléfique, dont du style les poils de ton corps se dressent. Le temps de se retourner parce qu'elle se disait non, là je vais me voir avant de mourir. Elle tombe. Elle se traîne doucement, elle se traîne, elle se bat, elle ne veut pas rester là, elle ne veut pas que l'évanouissement la prenne là. Elle part vers la porte parce qu'elle avait commencé à bloquer, à mettre un truc sur la porte pour pouvoir même peut-être crier, peut-être que quelqu'un va la voir passer, en passant va voir évanouie là et tout, parce que ça l'inquiétait quand même que comment parfois elle tombe évanouie, même 1 heure, personne, 1 heure, presque 2 heures. Personne ne se dérange, mais la femme de chambre où elle est en train de... C'est les chambres de quoi qu'elle est en train de nettoyer. Donc, elle avait l'habitude de bloquer, de mettre un truc sur la porte. Au cas où peut-être elle essaye même de crier quelqu'un, peut-être un passant va entendre. Donc elle se traîne, elle arrive, elle se tire, elle se tient au mur, elle arrive dehors, elle tombe. Dans le hall, elle se met à crier au secours, personne ne vient, elle tombe évanouie. Elle se réveille, elle est à l'hôpital. On lui dit, on l'a amenée à l'hôpital, donc tu t'es évanouie et tout ça. Elle se dit, putain, mais je vais perdre mon boulot, peut-être même l'argent. Ils vont dire que je suis malade, peut-être je ne suis pas apte et tout ça. Et au contraire, on est gentil avec elle. Non, il n'y a pas de problème. Madame, rentrez à la maison, vous reposez, vous revenez, il n'y a pas de problème. Et on prend soin d'elle à l'hôpital. Le management s'occupe de tout. Elle rentre. Elle était étonnée. Elle dit, ah, ah. Une fois, elle revient encore. La même situation. Quand elle rentre au boulot, elle se sent, c'était vraiment comme si cette fois-là, on était en train de... Donc, elle dit, c'est un peu comme si on est en train de retirer, pas qu'on retire ta peau, c'est un peu comme si à l'intérieur de toi, on est en train de décoller quelque chose et on est en train de tirer. Donc, elle a senti, non, si je reste là, je meurs. Donc, elle s'est jetée contre la porte, elle tombe à l'extérieur, elle crie. Heureusement, il y avait quelqu'un qui est en train de passer par là. Madame, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Quand elle est partie de là, direction, elle rentre à la maison. Et elle en parle à quelqu'un qui lui dit non, ce qui se passe, ça, ce n'est pas normal. On l'amène chez un prêtre. Le prêtre, on l'amène dans un monastère à Yaoundé. Elle voit un prêtre. Ils sont allés directement voir un exorciste. Ils ont fait des prières, des jeûnes et tout ça. C'est à la fin d'un certain temps que le monsieur lui dit, en tout cas, bon, dans l'hôtel là, il y a quelque chose et qui se nourrit de l'énergie des humains. Et là, si tu restais, ça allait vraiment, parce que quand on te nourrit ton énergie, ton énergie, de naissance vitale, en fait, tu meurs, tu vois, non? C'est un peu comme si on te prend tes années. Si tu as peut-être 20 ans à vivre, on est en train de te bouffer 1 an, 2 ans. Vous comprenez un peu de... Le prêtre lui explique qu'en fait, il y avait une entité qui se recharge dans cet hôtel, qui se rechargeait de l'énergie vitale de certaines personnes. Et la fille, elle a fait ce qu'elle avait à faire et tout ça, les prières, les machins, elle a terminé son traitement, elle n'a plus jamais posé les pieds là-bas. Ok, passez une bonne journée, j'espère que l'histoire vous a plu. Faisons attention, surtout les étels, nous ne savons pas comment ils ont été construits, ou bien peut-être avec tous les gens qui entrent et sortent, et tu ne sais pas, peut-être quelqu'un vient laisser son totem là, sachant que tout le temps les chambres sont occupées par différentes personnes qui transportent différentes énergies, donc il faut vraiment faire attention. Quand vous allez dans un hôtel, vous couchez sur un lit où, je ne sais pas, des centaines, des milliers de personnes sont passées avant vous. Faites vraiment attention, toujours priez. Et vraiment, prenez soin de vous. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va faire aujourd'hui 3 ans que je vous suis. Et c'est la première fois que j'ose prendre la parole, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, j'ai une histoire vécue.
personnellement. Pour moi, ça m'a enseigné énormément. Et j'espère que ce témoignage-là pourra aider aussi quelqu'un. Étant mère de 2 enfants, 2 garçons, de petits garçons, je précise, et je travaille, mon mari aussi. Donc j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Voilà, je me lance dans les recherches et on me présente une jeune dame qui est gentille comme un cœur, qui est douce, qui est calme, mais surtout qui prie. Je précise, je suis chrétienne, qui prie énormément. Vous avez le genre de personne là qui, un matin, je réveille et te dit, ah tata, je suis à la montagne. Ça veut dire que je suis en jeûne. Vous êtes là et vous l'entendez peut-être quelque part dans la chambre là-bas en train de prier. Elle prie, souvent elle est dans la chambre, elle prie, elle médite. Et c'est que la chanson de Dieu, quoi. S'il n'y a pas vraiment de chanson du monde. Donc je me disais, oh Seigneur, merci. Merci d'avoir mis cette jeune dame-là sur mon chemin. Au moins j'aurai le cœur tranquille parce que je me dis, bon, j'ai une personne qui est quand même de bonne moralité, qui est là quand je suis pas là. Toute contente, je continue ce que j'ai à faire. L'horreur de ma vie, ça a été de laisser cette jeune dame-là dormir dans la chambre de mes enfants. J'ai que 2 chambres. Je me dis, c'est quand même une jeune femme. On va pas la laisser dormir au salon. Ok, comme ils sont encore partis, dors avec eux. On lui a pris un lit là et dort avec eux dans la chambre. C'était l'horreur de ma vie. Je vais faire ça très bref parce que l'histoire, il est longue. Très très longue. Nous étions là tranquillement, paisiblement, si je peux dire. Et puis à un moment, le visage de tout un chacun commence à se dévoiler. J'ai des enfants qui débordaient d'énergie, qui brillaient à l'école, qui vraiment... Vous voyez, de boules d'énergie, vous avez vos garçons qui courent partout, qui ont commencé à tomber malades subitement. Je comprenais même pas. C'est la toux, c'est le froid, c'est la toux, c'est le froid, c'est maman, je me sens pas bien. Non, je vais pas partir à l'école. Non, je vais pas faire ci. Non, je vais pas faire ça. Et tu regardes tes enfants déprimés. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, maman, ça va. Mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi... Et je vous parle même pas des médicaments. Hein. C'est-à-dire, quand tu arrivais chez moi, j'avais un placard de médicaments. Aujourd'hui, c'est le rhume. Tu vas. Tu achètes, ça je calme. Demain c'est la toux. Et c'est pas les toux, tu vois l'enfant il tousse. Non, ce sont des toux acharnés. Tu entends, tu as l'impression que ton enfant s'étouffe. Aïe. Et puis cette toux là a commencé à partir de 23 ans. Donc de 23 à 5 heures du matin, je voyais mes enfants souffrir. Je pouvais même plus dormir. J'étais paniquée, j'étais alarmée, j'étais triste. À 5 heures, tout va bien. Et dès qu'on du 23 heures, c'est comme une alarme. Ça sonne. Et les 2 à la fois. Les 2 en même temps. Donc tu sais même plus où mettre la tête. Il y a le père qui va chercher un bidon d'eau. Il y a moi qui suis ici. Il y a moi qui suis là-bas. Mais tenez-vous bien. La bonne dame, elle dort. Tout se va calme. Elle dort. Au début, je me suis dit, bon, vu que on part au travail tous 2 le matin. Les travaux font qu'elle est peut-être fatiguée. Mais attendez, les enfants quand ils vont matin, ils reviennent à 17h. Donc elle est seule à la maison. C'est la cuisine et puis le ménage. Qu'est-ce qui peut l'épuiser à tel point où... Même quand les enfants sont en train de faire ça, la dame, elle réagit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, ce sont mes enfants. C'est le plus important. Et je suis inquiète, donc je prête pas attention à ça. Et surtout que, si vous vous rappelez bien, c'était une servante de l'Éternel. Moi, je l'ai appelé ça comme ça. Je gère mes enfants, je paye des médicaments, je suis ici, je là. Mes bébés même m'ont déprimé. De beaux garçons poutés, ils sont devenus tout minces. Quand je les appelle et que je savais pas, qu'est-ce qu'il y a plutôt? Ah maman, il n'y a rien. Vous êtes sûr qu'il n'y a rien? C'est quoi? C'est les jeux à l'école? Maman, il n'y a rien. Et c'était comme ça. Tout le temps. Mais j'avais pas prêté attention que ça avait commencé quand la jeune dame est rentrée dans la maison. Parce que je me disais, il y a quelqu'un qui gêne chaque vendredi.
Elle est tout le temps à l'église, elle prie, elle chante. C'est que Dieu, c'est que Dieu. Non, elle peut pas faire ça. Non, tout sauf ça. Mon idée n'est même pas partie là-bas. Jusqu'à arriver un moment où elle a commencé à porter mère à mes enfants et elle a une fois dit à l'un de mes petits, tu sais quoi, regarde-moi bien. D'ici 2 ans, je serai ta belle-mère parce que je vais me charger de mettre ta mère hors d'ici. Après, elle a frappé. Et elle s'est assurée qu'ils ne me disent pas. Hein. C'est-à-dire, quand tu ouvres ta bouche pour le dire à ta mère, ben, je vais doubler la mise. Donc, le petit, il a dit ok. Sans même que je me rende compte, mes enfants étaient traumatisés sur mon toit. Quand je rentrais le soir, tout le monde était content, tout le monde était souriant. C'était l'état de maladie, mais ben, on ne savait pas. La jeune dame a commencé à avoir un regard bizarre, du genre teint un peu truc. Mais là encore, je ne prêtais pas attention. Ou du moins, je voyais, mais je me disais, oh, c'est rien. On va mettre ça sur les fils de la fatigue. Donc un jour, je prends mes enfants. Je me dis, non, il faut qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, sortons. Allons quelque part là, vous allez vous amuser. Oh, j'aurais dû faire ça tôt. Je vous dis, j'aurais dû faire ça tôt. Quand j'arrive, je vois mes enfants jouer. Et après, il y a l'autre qui a tellement joué jusqu'à il vient et dit, maman, je veux te parler. Il a 5 ans. Vous savez que les enfants, quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Je fais, ok, il n'y a pas de souci. Maman, ça va pas. Il y a tata qui nous tape. Il y a tata qui nous fait ça. Il y a tata qui nous donne même pas à manger. Souvent, quand on descend à 17h, même le goûter, c'est difficile. Oh, pourtant, je laisse des trucs et quand je viens, c'est vide. Mais qui a mangé? Ah non, ils ont mangé eux aussi. Oui, maman, on a mangé. Tata vous donne pas à manger, mais comment ça? Et il y a l'autre qui vient qui dit, ah, tata, elle a dit qu'elle allait prendre ta place. Hein. Et que je te disais, ben, elle allait me battre. Je fais, ah bon? Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Je fais, merci mon prince. Donc je commence à être plus vigilante. Je regarde bien. Je sais de suivre ses faits et gestes. Donc une fois, je pars au travail. Je partais même pas au travail, mais j'ai dit, je pars au travail. Je suis allée. Je suis même pas arrivée là. Je suis allée chez une copine là. Parce que quand je monte, je descends à 20h. Vous savez un peu la circulation est haute. Je reviens à 10h. Je vous dis, je trouve ma maison dans un état. La bonne dame qui essaie mes vêtements, mes chaussures, qui est au téléphone, au balcon. Parce que quand je rentre, je fais pas du bruit. Et bien, qu'est-ce qu'elle croit? Elle allait toute gentille, toute calme, toute douce et qu'elle attende un peu. La fureur de quoi je me chauffe. J'ai déjà commencé à traumatiser ses enfants. Eh bien, je vais le prendre son foyer. Pourquoi elle peut avoir autant de chance? Comment elle peut avoir 2 enfants et être aussi belle? Comment elle peut avoir une maison aussi belle? Avant de travailler pour un âge? Oh, pourquoi Dieu va lui donner tout? En tout cas, elle perd rien pour attendre. J'étais choquée. J'étais bouleversée. Je rentre dans ma chambre. Je dors. Je me suis même forcée à dormir. Et quand je me réveille, je lui dis, ça va? Elle a chuchoté. Ah, tata, tu es là? Tu es rentrée à quel moment? Je fais, oh non. Tout à l'heure là même, c'est pas truc. Tout à l'heure. Ah, je vous ai pas entendu entrer. Ah non, c'est rien, c'est rien. Ça va ici? Oui, ça va. Et autres. On joue la comédie. Je me suis dit, s'ils en parlent, on va me dire libère-la. Moi, je veux aller jusqu'au bout. Je veux comprendre ce qui se passe. Je veux savoir qui j'ai dans ma maison. Donc, quand il a 23 heures que mes enfants commencent à tousser, je les fais sortir de là. Je les envoie dans ma chambre. Je vous dis, c'est pas un film, c'est une réalité. Un enfant qui tousse à un rythme assez accéléré. Dès que mes bébés là entrent dans ma chambre, sur mon lit, ils dorment comme des poussins jusqu'au lever du jour. Je suis là, je dis, hey, qu'est-ce qui va pas? Même mon mari me dit, ben, la tousse s'est arrêtée. Le corps a cessé de chauffer. Donc, arrive un moment, on ne laissait même plus les enfants dormir là-bas. Même les enfants. Maman va dormir dans ta chambre. 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 Ok. Donc, les enfants commencent à dormir dans ma chambre. Mais dès que, vous savez, il faut jouer à papa et maman. Donc, souvent, tu leur dis, ah ben, allez, vous coucher, après on vient vous chercher. Et puis souvent, on finit, on est fatigué.
Mais quand mes enfants sont là-bas, non. Donc une fois, je me réveille en sursaut parce que j'ai fait un rêve où quelqu'un venait me dire, hey, tu vas pas te lever pour prier pour tes enfants. Tu vas pas arrêter ça maintenant? En sursaut, un samedi matin, je peux jamais l'oublier, un 23 décembre. Ce jour-là, l'Esprit Saint est descendu dans ma maison. Je dis, l'huile sainte était là. J'ai fait descendre le feu sur ma maison. J'ai prié. Après moi, quand je prie, je suis le genre de personne, si vous connaissez, quand vous commencez, on ne peut plus les arrêter en transe. Ici et là. Et moi, genre, j'aime ordonner. Ça, j'adore. Non, l'Éternel, s'il te plaît. Non, moi, je suis du genre, je déclare. Vous voyez ce genre de personne, non? Donc, je prends possession de ma maison et puis je barricade ma maison du feu de l'Éternel en priant. Ma nounou vient, elle tape à ma porte. J'ouvre, elle dit tata ça va parce qu'elle m'a jamais vu comme ça. Je dis ça va, elle dit ah ok, y a pas de souci. Mais tu sens qu'elle tient pas, elle fait les va-et-vient, elle fait les va-et-vient. J'ai fait ça samedi, dimanche, lundi matin avant d'aller au boulot, j'ai encore bombardé. Lundi soir quand je reviens, elle n'est pas là. Aïe, je l'appelle, mais où tu es? Je vois pas tes bagages. Elle me dit je suis partie. Je dis pourquoi tu es partie? Elle dit parce que mon âme est perturbée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dis toi ton âme est perturbée. Que tata tu me fatigues, tu perturbes mon âme. Je ne suis plus en paix dans ta maison. Je fais H. Donc tu es partie. Elle dit oui. J'ai dit d'accord, tu n'as pas fini ton mois mais je vais te faire ton virement. Elle dit il faut garder ton argent. Faut garder ton argent, c'est bon, je veux plus ce qui t'appartient. Garde tout. Et puis je te dis, hein, tu as eu la chance. C'est la nounou qui me dit ça. Le Dieu que tu pries là, c'est un Dieu, sinon tu allais me sentir. J'ai dit, ah bon, hein? Donc toute cette prière que tu fais ça dans ma maison, tous ces gènes, tous ces temps de retraite, c'était fake alors. Alors qui es-tu? Je veux même plus savoir qui tu es, mais sache que moi, je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais en qui je crois. De la manière tu as couru comme une voleuse pour partir, ne reviens plus. Elle me dit, je pense même pas revenir. Parce que tu perturbes mon âme, tu perturbes mon esprit. Je peux même plus bien travailler. Même sortir de mon corps, ça devient compliqué. Ta maison là, tout est feu, feu, feu. Ça me fatigue. Diams, je suis là, je pleure, je suis choquée. J'ai dit, hey, hey, hey. Vous connaissez les téléphones là? On dirait que quelqu'un m'a dit enregistre. Donc j'étais même en train d'enregistrer sans m'en rendre compte. Je lui dis ok. Et puis elle me raccroche au nez. Bon. D'accord. Le 23, le 24, le 25. Donc le 26, elle m'a laissé. Je suis là avec les enfants. Je me dis bon, il y a un petit temps de congé là, je peux gérer, mais il n'y a pas de souci. Je viens, je gère. Après, il faut reprendre, donc il faut vraiment chercher encore une autre personne. C'est compliqué. C'est comme ça, avant que cette dernière, la nouvelle ne vienne, je me mets vraiment dans un temps de récollection. Je prie, je demande vraiment à Dieu de m'envoyer la bonne personne. La jeune petite, et elle a 17 ans, c'est elle qui vient. Dès qu'elle rentre, elle dort. Parce que moi, j'ai besoin de quelqu'un qui dort. Je fais un rêve où elle me dit, il faut me renvoyer. Je dois ici, il y a trop de feu, il faut me libérer. Je me réveille le matin, je l'appelle, je dis tu veux partir? Elle dit non tata, non. Je dis regarde-moi. Tu veux partir, il n'y a pas de souci. Demain je te libère, je vais appeler l'agence pour leur dire que tu ne travailles plus ici. Elle m'a dit d'accord. Ce même jour-là, quand je me suis levée, j'ai appelé l'agence, j'ai dit que votre petite là, j'en veux pas, c'est bon. Il y a quelqu'un qui va, il y a ma maman qui va m'envoyer une jeune fille du village. Et ben, elle va rester avec moi. Oh pourtant c'était même pas le cas. Et c'est comme ça le lendemain, elle a pris ses clics qu'elle est partie. Mais je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, je suis traumatisée. Il y a des choses qui se passent dans nos maisons. Il y a des sons qu'on reçoit dans nos maisons. Il y a des événements qui se passent dans nos maisons. Si on ne prête pas attention, on va foutre tout ce qu'on a mis du temps à construire. Moi, j'ai appris une chose. On ne suit pas plusieurs élèves à la fois. Aujourd'hui, là, j'ai démissionné.
je suis restée à la maison. C'est pas une question de femme au foyer. Mais je me suis dit, non, je vais monter un business que moi-même je peux gérer. Quand c'est comme ça, je peux gérer mes heures. Pour pouvoir regarder mes enfants. Pour pouvoir regarder ma famille. Nous sommes plein comme ça de femmes à prendre des gens. Non, il faut la prendre. Non, c'est une petite bien. Non, elle prie. Non, elle est gentille. Et la personne même animée de mauvaises intentions. Et qu'elle vient dans ta maison, ben c'est merdique. Tout est bafoué. Et quand tu n'as pas le discernement de dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est demain quand ça se gâte que tu réalises que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'est-ce que j'ai pas pensé à ça? Mais est-ce que même c'est obligé qu'elle vienne? La vie, elle est compliquée. Il y a des mystères cachés. Ce que je suis en train de dire là. Tu peux croire ou ne pas croire, toi qui m'écoutes. Mais retiens une chose. Ta maison est comme un sanctuaire. Ne fais pas entrer quiconque sans demander la vie de Dieu. Si tu pries ton Dieu, demande à ton Dieu. Tu pries tes esprits, demande à tes esprits. Ne prends pas à la légèreté ce que je suis en train de dire. J'ai échappé de justesse. Ne faites pas entrer n'importe qui dans vos maisons. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et que moi je me suis fait comprendre, mais DMG, il fallait que j'en parle parce que ça peut aider quelqu'un d'autre. Moi aujourd'hui j'arrive un peu à surmonter. J'ai passé tellement de détails. On a vécu un traumatisme. Tellement de détails. Aujourd'hui j'arrive un peu à surmonter, donc je me dis je vais en parler. Ça peut aider quelqu'un. Tu peux avoir une même fille comme ça dans le genre. Quand tu regardes, tu vois, tu te dis non, elle seulement, non, elle c'est la bonne. Et puis en dessous, ça peut être le diable. Prête attention. Il y a des petits faits là, ne pas négliger. Franchement, j'espère que mon histoire pourra aider quelqu'un. Et que Dieu vous bénisse et que vous protège, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous et votre famille. Au revoir. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Coucou DMG, j'espère que tu vas bien. Je viens te raconter l'histoire de mon fils qui s'est passé il n'y a pas trop longtemps. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est attirer l'attention des parents. C'est très important qu'un parent sache qui traîne avec son enfant. Et c'est aussi très important de savoir avec qui votre enfant cause sur son téléphone. J'ai un garçon à la maison qui est au lycée. Déjà, je suis orpheline de père et je vis on peut dire que je suis de Brazza, mais je vis dans le même quartier, pas trop loin de ma mère. Donc, mon foyer n'est pas si loin qu'avec elle. Elle est de temps en temps, elle vient me voir souvent. Une fois, je dormais, elle m'appelle au téléphone pour me dire « Écoute, moi je fais des mauvais rêves à propos de ton père. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ton fils. Essaie un peu de voir avec lui. » Le jour en question qui m'avait appelé, j'étais au boulot, j'avais pas eu vraiment le temps de m'échanger avec l'enfant parce que quand j'étais rentrée, je suis rentrée directement à la cuisine et faire quelque chose vite fait vu que j'avais fini un peu tard. Et j'ai pas eu vraiment le temps de parler avec l'enfant vu que lui aussi il fait du sport. Il était parti faire son sport, après il est rentré. Mais j'avais remarqué un truc sur l'enfant, il perdait du poids. L'enfant perdait du poids, je savais pas pourquoi, mais moi je me suis dit que comme il a l'habitude de ne pas finir ses traitements, comment on appelle ça, ses traitements, vu que je l'avais demandé de se faire déparasiter, c'est sûr qu'il n'avait pas fait parce qu'il n'avait pas aussi d'appétit. Donc moi je me suis mis dans la tête comme ça, c'était juste comme ça. Or c'était pas ça. Au fond il y avait un autre problème qui était là. BMG, la vie de prière est plus importante que tout. J'exhorte aux parents de toujours consacrer leurs enfants auprès de Dieu. J'exhorte aux parents de toujours lier votre éducation avec la Bible. C'est très important. Il n'y a que Dieu qui peut convaincre l'enfant. Parce que de notre force, tu dis que non, moi je suis très dur de caractère, l'enfant ne peut pas me faire ça. Il y a des enfants qui sont plus durs et qu'il y a des démons qui manipulent, des esprits qui manipulent des enfants. Faisons très attention, parents. Le lendemain, on a fait 2 jours après, maman me rappelle encore, mais attends, qu'est-ce que tu m'as pas donné une suite par rapport à ce que je t'avais dit? J'ai fait un rêve, vous étiez à l'église, on rentrait, sauf ton fils. Ton fils était à l'extérieur. On lui fait appel qu'il devait arriver, qu'il devait déjà rentrer parce que le pasteur rentrait pour la prédication.
Lui, il était resté dehors. Il était dans la distraction avec les gens bizarres. En tout cas, je ne fais pas ces genres de rêves. Et de ce quoi, dans le rêve, j'ai vu ton père, ton défunt père, qui me disait, mais comment est-ce que vous pouvez rentrer et vous laisser l'enfant à l'extérieur de l'église? Elle s'est réveillée en sursaut, dit, mais attends, depuis qu'il est décédé, je ne l'ai jamais rêvé. Pourquoi est-ce que je le rêve? DMG, quand maman m'a dit cela, j'ai été interpellée, ma conscience a été interpellée. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je fais appel à l'enfant, je lui ai dit, assieds-toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Oh maman, ces jours-ci, je dors pas. Tu dors pas, pourquoi? Oh non, parce que je fais des mauvais rêves. Quand je dors, je vois des gens apparaître dans ma chambre pour venir me dire, écoute, nous sommes venus te chercher, il est temps. Donc parfois, je me réveille en sursaut, je ne comprends pas ce qui se passe. Au départ, mon enfant avait des problèmes. Je l'avais mis en contact avec mon pasteur et mon pasteur l'avait mis dans le groupe des intercessions. Donc il est souvent à la prière. Mais ces jours-ci, je n'entendais plus des prières parce qu'il avait des heures de prière. Il ne priait plus, il était devenu très, très distrait. Donc quand tu le vois, tu sens c'est comme si ce n'est pas lui qui est en lui. Il y a quelque chose qui est dans le corps de l'enfant qui l'anime, qui le pousse à être un peu... Il est devenu agité. Donc quand tu le parles, parfois il t'écoute, parfois il fait semblant de ne pas t'écouter. Donc c'était un peu compliqué. Pour moi, je me dis que c'est l'âge de la puberté qui fait ça, qui rend un peu un enfant qui ne peut pas être contrôlable, ne peut pas se contrôler. Donc du coup, je partais un peu mollo avec lui. Mais de nature, je suis très dure avec les enfants. Mais pour ça, j'ai fait exception. Quand l'enfant m'explique qu'il dormait pas, il avait il voyait des gens dans la chambre qui rentraient, qui l'appelaient. C'est ça, quelque chose m'a dit, prends son téléphone. J'ai pris le téléphone de l'enfant, DMG. Je vois les groupes à laquelle mon fils a adhéré. Ce sont des groupes de la magie. Je lui dis, comment tu as fait connaissance avec tous ces gens? Qui t'a mis en contact? Qui t'a fait adhérer dans ces groupes? L'enfant me dit, non, c'est une personne qui m'a appelé, qui m'a écrit sur mon WhatsApp, d'un numéro de l'étranger, de Kinshasa. Il me parlait de la spiritualité, il me posait des questions et puis après il me dit, écoute, si tu es intéressé, je peux te faire intégrer dans un groupe, ça va beaucoup t'aider. L'enfant a accepté et il a adhéré dans 3 groupes de la magie. DMG, quand j'ai vu, et ce monsieur l'écrivait tous les jours, matin comme soir, toujours des questions mystiques, toujours des choses bizarres. Chose étonnante que j'ai retenue dans leur conversation parce qu'ils n'avaient rien effacé, il y avait tellement trop, je ne pouvais pas tout retenir. J'ai juste retenu là où il a dit, quelle est la personne que tu aimes de plus dans ta vie? L'enfant répond, pourquoi tu me poses ce genre de questions? C'est trop profond, je ne peux pas te dire. Le monsieur insiste, il dit, non, on veut juste savoir la personne que tu aimes de plus sur terre. La fille, le garçon dit, mon fils ne répond pas. Il dit, non, je ne peux pas te répondre sur ça. Quelque chose me dit, ça c'est mon fils qui répond, il dit, quelque chose me dit ne pas te répondre. Parce que j'ai comme l'impression que c'est une question que vous me posez et que vous voulez entrer et creuser à l'intérieur. Moi, je ne veux pas ça. Quand j'ai parlé à l'enfant me dit, maman, pardonne-moi. J'avais peur de te dire ça. Et je ne voulais pas aussi parce que je me disais que tu allais te fâcher contre moi. Je me suis ressaisie, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je passe plus de mon temps au travail, je n'ai plus le temps pour mes enfants. Et aujourd'hui, mon enfant adhère dans les groupes où on n'invoque pas, ce sont des magies, on n'invoque pas le nom de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis tue, j'ai dit, je suis comme ta copine. Tu n'as pas le droit de me cacher des choses. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu dois m'informer. Tout ce que tu fais, tu m'informes. Moi, je ne peux pas te blâmer. Tu es déjà un grand garçon. S'il y a quelque chose qui te tracasse et qui te met mal à l'aise, j'aurais préféré et je le souhaite que je sois la première personne à qui tu en parles. Tu as compris? Il me dit, oui, maman. J'ai pris le téléphone de l'enfant.
Je l'ai fait quitter tous ces groupes, j'ai bloqué le monsieur et j'ai pris sa SIM. J'utilise maintenant sa SIM. Je lui ai dit, le mieux, c'est de rester sans téléphone pour un moment jusqu'à ce que le jour que je saurai que non, là, ça va, je peux te reprendre ta SIM. Donc, je l'ai remis le téléphone parce qu'il m'avait dit, maman, je m'ennuie. Il y a des versets bibliques, il y a des adorations dans mon téléphone que j'en ai besoin. Est-ce que tu peux me le remettre? Je lui ai remis son téléphone. Mais sa SIM reste avec moi. J'attire l'attention aux parents. C'est très important de savoir avec qui votre enfant traîne, avec qui votre enfant parle. Si moi, soit Dieu ne nous aimait pas, il ne devait pas aller visiter ma mère pour parler de ça. Sinon, j'ai perdu mon enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable avait réservé pour cet enfant-là. Donc, je dis aux parents, c'est très important de lier l'éducation de vos enfants avec la prière. Merci à vous et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Et la deuxième histoire que j'aimerais raconter pour aujourd'hui, DMG, me concerne personnellement. Ça me concerne, ça s'est passé il y a plusieurs années quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas comment intituler l'histoire. En tout cas, chacun de nous pourra comprendre de quoi il s'agit quand je vais la raconter. Donc, l'histoire se passe quand j'ai dans les environs de 9-10 ans. Et ma mère avait trouvé un très bon travail. Et à l'époque, je pense que j'étais en période de vacances scolaires. Voilà, on était en vacances scolaires et c'était à cette époque qu'elle avait trouvé le boulot. C'est du moins à cette période de l'année qu'elle avait trouvé le boulot. Et quand on était encore très petite, on était dans une grande maison et on ne pouvait pas rester seule à la maison. Donc moi, j'avais 9 ans par là et ma petite soeur avait 3 ans. 3 ans ou 2 ans. Donc, ma mère avait décidé de prendre une nounou, une jeune fille. Je pense que la jeune fille devait être béninoise ou togolaise, entre les deux. Bref. Elle avait, je crois, 3 ou 4 ans de plus que moi. En tout cas, elle était vraiment bien plus âgée. Et cette jeune fille était d'apparence très calme, vraiment très, très calme. Très calme, très douce, etc. et tout. Donc, les premières semaines, quand elle nous regardait, tout se passait bien. Tout se passait vraiment absolument smooth. C'était vraiment bien. Donc, on vivait ensemble. On passait des bons moments, on riait ensemble. Ça faisait du genre qu'on était 3 filles dans la maison et tout, etc. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien les premières semaines et tout. Et les semaines d'après, tout a commencé à chambouler. Je m'explique. Un matin, j'étais dans la chambre et maman avait laissé son sac de travail dans la chambre. Et elle avait laissé beaucoup de pièces. Ma mère, à l'époque, elle aimait les pièces. Elle aimait vraiment avoir beaucoup de pièces dans son sac à main, etc. et tout. Elle faisait même des coffres et tout. J'ai ouvert les yeux. Je venais à peine me réveiller. J'ouvre les yeux. Je vois la jeune fille que je vais appeler, je sais pas, Adjoa. Ok, je vois Adjoa qui met les mains dans le sac de ma mère. Je l'ai regardé. Je disais avec une petite voix que Adjoa. Genre, je sais pas en fait. Je venais à peine me réveiller. Je disais que Adjoa, qu'est-ce que tu fais? Elle me disait que chut, dors. Et elle est en train de piquer les pièces dans le sac de ma mère en fait. Donc je me suis rendu compte avec le temps qu'elle avait l'habitude de piquer les pièces dans le sac de ma mère. Et un jour elle m'avait dit que non, tu peux aussi faire la même chose et tout. Voler, c'est pas interdit. Tu peux voler l'argent à ta maman, comme ça tu vas souvent pouvoir acheter le pain et le chocolat. Et à l'époque, je sais pas si c'était les premières années où Tartina venait à plein de sauter. En tout cas, c'est un chocolat. C'est chocolat made in Gabon. Donc, j'aimais beaucoup manger le pain au chocolat à l'époque. Elle me disait que non, tu pourras manger le pain au chocolat. C'était mon goûter préféré de 16 heures. Tu voles à ta main les pièces et tout, etc. Donc, j'ai commencé à voler. Ma mère, chose que je ne faisais pas. J'ai commencé à voler à ma mère son argent dans les sacs, en fait. Des fois, je volais et puis je venais donner à Adjoa. On se partageait, on prenait des sucettes, etc. Des fois, il y a des monnaies qui me disaient, c'est qui a volé mes pièces disparaissent et tout. Moi, je faisais comme si je n'entendais rien du tout. Je faisais comme si je n'entendais rien du tout, alors que je savais personnellement que c'était moi ou Adjoa qui volait l'argent de maman. Enfin, c'était pas le plus grave en fait. Un jour, maman était partie à un mariage et on était restés toute la nuit ensemble avec les filles, avec Adjoa, oui, et ma petite soeur. Ma petite soeur est partie dormir en fait. Elle dormait déjà, elle avait 3 ans, donc on a tout fait pour la faire dormir parce que nous on voulait regarder la télévision, etc. et tout. Et à un moment donné, Adjoa est partie dans la chambre. Je me suis rendu compte qu'elle durait un peu. Elle mettait un peu trop de temps. Moi, j'ai regardé la télé. Je suis restée seule peut-être 30 ou 40 minutes comme ça devant la télé et tout.
Je pars dans la chambre, je l'appelle. Adjoa, j'ouvre la porte, je la vois, elle est sur le sol, en train de se tirer au sol. Ah, je regarde à la petite, je demande, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, oh non, viens essayer, tu vas aimer, viens essayer, tu vas aimer. Je dis, essayer quoi? En fait, j'étais vraiment très naïve, j'étais vraiment très petite. Essayer quoi? Elle me dit, non, viens essayer, tu vas aimer, tu fais comme ça. En fait, elle aimait toujours rester en pagne. Elle aimait rester en pagne, donc elle a enlevé son pagne. Elle était toute nue ce jour-là. Elle a enlevé son pagne. Elle me montrait son clitoris. Excusez-moi, mais je suis obligée d'appeler le chien par son nom. Je ne peux pas donner un autre nom. Donc elle me montrait son clitoris. Elle me disait que non, tu vois ça, quand tu t'allonges au sol et puis je sais pas comment expliquer ça, tu glisses sur le sol, tu vas aimer, ça va te faire plaisir, ça va faire comme si tu faisais l'amour. Ah, j'étais là, je disais, Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est que ça encore? Elle insistait, elle me dit que non, fais. Et ça, je dis que non, je ne veux pas. Moi, je trouvais ça quand même un peu bizarre, en fait. Vous savez que quand on est quand même enfant, la conscience déjà commence à se réveiller à un certain âge. Je trouvais ça un peu bizarre. Je me disais, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, ce truc-là? Elle avait insisté. Je n'avais pas fait. Pas ce jour-là. Un autre jour encore, maman était absente. Elle était partie à un décès. Et on est restés ensemble. À un moment donné, elle devait toujours disparaître quand on suivait la télévision. Je suis à la télé, je me rends compte que ma petite soeur dort, Adjoa encore a disparu. Donc je m'en vais encore dans la chambre, je l'appelle, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, oh non, ce que je t'ai montré la dernière fois, en tout cas je suis en train de faire ça, j'aime beaucoup. J'ai dit, mais voici maintenant la curiosité de l'enfant. Ce jour-là, j'ai seulement dit que non, ce que tu es en train de me dire, il faut que moi j'essaie aussi pour savoir de quoi il s'agit. Donc c'est comme ça que, sans m'en rendre compte, en fait, elle était en train de m'apprendre à me masturber. Elle m'apprenait la masturbation. C'est comme ça que le jour en question, j'ai essayé, mais je ne sais pas si je n'avais pas la bonne technique, mais je n'avais rien ressenti. À ce stade, je n'avais vraiment rien ressenti. Le lendemain maintenant, moi-même, je voulais essayer de manière personnelle. Je me disais que c'était parce que Adjoa était là, j'avais peut-être un peu honte. J'ai essayé. Et j'ai commencé à ressentir un petit plaisir. Au fur et à mesure que je faisais la chose. J'ai commencé à ressentir un plaisir. Et j'étais devenue accro. À ce truc-là. Ce qui fait que je me masturbais quasiment tout le temps, quasiment tous les jours, sans pour autant savoir que c'était la masturbation. Sans pour autant savoir qu'on appelait ça la masturbation. C'est quand j'ai grandi et que je me suis retracé les événements que je me suis rendu compte que, mais oui, c'était la masturbation, c'est une forme de masturbation, puisque je prenais plaisir à faire cette chose-là. Et les semaines, les mois qui suivaient, je faisais maintenant des rêves bizarres. Des rêves où je vois un monsieur qui vient, je rêvais des messieurs qui venaient et qui voulaient avoir des rapports sexuels avec moi. Mais je disais toujours non, que je ne veux pas. Et en tout cas, j'ai commencé à avoir des couches de nuit. Et j'ai été accro à ce truc-là de 9 ans jusqu'à peut-être, je ne sais pas s'il faut dire, je ne sais pas exactement, je vais dire quoi, peut-être 18 ans. Jusqu'à peut-être 18 ans, oui. De 9 ans peut-être jusqu'à 18 ans. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Et ça fait des années que je n'ai plus jamais fait cette pratique-là. Parce qu'après, j'avais donné ma vie à Christ et j'ai commencé à avoir un changement dans ma vie, et tout, etc. Mais vraiment, je ne m'étais pas rendu compte en fait que j'avais ouvert une porte on appelle ça comment, aux couches de nuit, aux maris de nuit, etc. et tout. Et puis elle me demandait de faire un certain bruit, en fait, genre de gémir. Et je ne connaissais pas ce que ça voulait dire gémir à l'époque. J'étais vraiment très petite. À cette époque-là, notre génération ne connaissait pas certaines choses, en fait. On ne disait pas que c'est ça. Et même quand on dit que c'est ça, tu te demandes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux encore qu'on t'explique encore mieux? Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte, en fait, que cette fille a été comme une porte ouverte, en fait, à cette malversation, je ne sais pas si c'est de malversation, à cet esprit de masturbation. Parce que ça m'a collé pendant des années. Parce que bien après, Adjoa a quitté le pays. En fait, elle était retournée au Togo, au Bénin. En tout cas, je ne sais plus trop lequel nationalité elle était exactement, mais c'était soit une Béninoise, soit une Togolaise. Elle était retournée définitivement. En fait, elle était venue travailler pour un certain temps et elle est retournée chez elle définitivement. Mais elle n'est pas retournée. En fait, l'impact de cet esprit est resté. Jusqu'à même quand je faisais la chose, ma petite soeur, de fois, elle me voyait en train de faire ça. Et elle aussi, elle s'est retrouvée dans cette boucle d'esprit de masturbation jusqu'à ce qu'elle avait elle avait aussi des couches de nuit et des maris de nuit aussi. Pourquoi je parle de cette histoire? C'est juste pour nous demander de faire attention
de vraiment faire attention. Nous sommes à une ère où on peut tout observer, on peut tout contrôler. Même si ce n'est pas forcément dans le monde spirituel, mais on peut avoir des caméras de sécurité, on peut avoir des choses dans nos maisons pour chercher à savoir exactement ce qui se passe quand nos enfants restent avec des soi-disant nounous. Parce que cette petite fille-là, je vous assure que je ne me souviens pas, avant d'avoir connu cette chose-là, avoir fait des rêves où je me trouve en train de coucher avec quelqu'un. Je ne me souviens pas. C'est après toutes ces choses-là que ma vie a totalement basculé. Mais j'ai combattu cet esprit de mari de nuit pendant des années après avoir donné ma vie à Christ. La délivrance a été faite de manière progressive. Moi, j'aimerais vraiment nous encourager, pour ceux qui ont des enfants, même ceux qui sont des parents en devenir. C'est bien beau les nounous ménagères, que ce soit une personne externe ou interne à la famille, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Si on peut avoir des caméras de surveillance, si on peut parler à nos enfants pour demander que mais quand tu restes avec la tata, est-ce qu'elle te touche à cet endroit? Est-ce qu'elle te demande de faire ceci? Est-ce qu'elle te demande de faire cela? Comment tu te sens? Est-ce qu'elle te traite bien? Apprenons également aussi à parler avec nos enfants par rapport à ce genre de situation. Donc, je voulais partager cette histoire pour essayer de nous sensibiliser, nous, parents, et nous, les futurs parents, également. Donc voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne journée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.